Les circonstances qui ont entouré la mort de Quinquin Laflotte restent jusqu'ici très confuses. Il y a des doutes à dissiper. Les détails absurdes. Des contradictions dans les dépositions des témoins. Aucune certitude en ce qui concerne l'heure, le lieu et les dernières paroles. La famille, appuyée par des voisins et des connaissances, maintient avec intransigeance la version d'une mort tranquille. Un beau matin, sans témoin, sans éclat, sans parole. Qui aurait eu lieu quelques 20 heures avant l'autre mort. Dont la nouvelle fut propagée et commentée au déclin d'une nuit où la lune s'abîma dans les flots et où des faits mystérieux se produisirent au large des quais de Bahia. Une foule de témoins dignes de foi, au nombre desquels le patron Manuel, qui n'a pas de parole. Néanmoins, il est des gens qui refusent toute authenticité. Non seulement aux propos si admirés, mais aussi à tous les événements de cette nuit mémorable. Le monde est ainsi, peuplé de gens sceptiques et qui nient par manie, tels des bœufs liés au joug. Ils sont rivés à l'ordre, à la loi, aux façons de procéder courantes et au papier timbré. On brandit triomphalement le certificat de décès signé par le médecin peu avant midi, et avec ce simple papier, pour la seule raison qu'il comporte des caractères imprimés et des timbres fiscaux, on tente d'effacer les heures intensément vécues par Quinquin Laflotte jusqu'à son départ, librement et spontanément décidé par lui. Comme il ressort de la déclaration qu'il fit à haute et intelligible voix à ses amis et aux autres personnes présentes. La famille du mort. Wanda, sa respectable fille, et son très digne gendre Leonardo, dont la carrière de fonctionnaire était fort prometteuse. La tante Marocas et son frère cadet Eduardo, commerçant disposant d'un modeste compte en banque. Affirme que toute cette histoire n'est que grossière affabulation. Invention d'ivrognes invétérés. De gredins en marge de la loi et de la société. De filous qui ne devraient connaître que le paysage des grilles de la prison. et non pas la liberté des rues, du port de Bahia, des plages de sable blanc et de la nuit immense. Ils attribuent à ses amis de Quinquin toute la responsabilité de l'existence infortunée menée par lui au cours de ces dernières années. Lorsqu'il devint le cauchemar et la honte de la famille. Au point que son nom n'était pas prononcé. Et que ses frasques n'étaient pas commentées en présence des enfants. Innocente créature pour qui le regretté grand-père Joachim était mort depuis longtemps. Ceci nous amène à constater qu'il y eut une première mort, sinon physique du moins morale, quelques années plus tôt. On atteint donc le total de 3, ce qui fait de Quinquin un recordman de la mort. Je ne sais si ce mystère de la mort, ou des morts successives de Quinquin Laflotte pourra être complètement éclairci, mais je m'y essaierai sur son propre conseil, car l'important c'est de tenter, même l'impossible. Les gredins qui racontaient le long des rues et des rampes, devant le marché ou à la foire de l'Agua dos Meninos, les derniers moments de Quinquin. Une brochure en vers populaire fut même composée sur ce sujet par l'improvisateur Cuica de Santo Amaro et vendue à profusion. Offensait de la sorte la mémoire du mort au dire de la famille. Dès qu'un homme meurt, il recouvre la respectabilité la plus authentique, même s'il a fait des folies de son vivant. La mort de sa main qui sème l'absence efface les taches du passé, et la mémoire du défunt brille avec l'éclat du diamant. C'est la thèse de la famille, approuvée par les voisins et par les amis. Quinquin Laflotte était redevenu à sa mort ce vénérable et respectable Joaquim Soares da Cunha, issu de bonne famille, fonctionnaire exemplaire de la perception. Au pas mesuré et au visage bien rasé, avec veston noir d'alpaga et serviette sous le bras. Écouté avec respect par ses voisins, donnant son opinion sur le temps et sur la politique. N'ayant jamais été vu dans un bistrot et ne goûtant au tafia que chez lui et avec modération. Lorsque finalement, ce matin-là, un marchand de statues pieuses établi sur la rente du Taboao se présenta avec un air affligé à la maison modeste mais bien tenue de la famille Barreto pour annoncer à Wanda, Leonardo, que Quinquin venait de tourner de l'œil définitivement et de mourir dans son misérable taudis. Ce fut un soupir de soulagement qui s'éleva à l'unisson de la poitrine des époux.
Désormais, la mémoire du fonctionnaire de la perception en retraite ne serait plus troublée, Ni traînée dans la boue par les actes inconsidérés du vagabond qu'il était devenu sur la fin de sa vie. Le temps du repos mérité était arrivé. Ils firent entrer le marchand de statues pieuses et lui offrirent une chaise dans le salon. Le marchand parlait de Quinquin. Tout le monde l'aimait sur la rampe du tableau. Pour quelle raison? Lui, homme de bonne famille, pour quelle raison? Possédant quelques biens, Avait-il glissé dans cette existence de vagabond? Oui, pour quelle raison? Ben oui, c'est la fille. Il avait une fille, Quel- un gendre, une sœur. des gens distingués. Très distinct. Le gendre est fonctionnaire. Quelques rares personnes, des gens de la rampe, épiaient le cadavre lorsque Vanda arriva. Le marchand de statues pieuses les avertit à voix basse. Ces gens s'écartaient pour la laisser passer, curieux de la voir se jeter sur le cadavre, l'embrasser, fondre en larmes et sangloter peut-être. Sur son grabat, Quelqu'un à flotte, avec ses vieux pantalons rapiécés. Sa chemise en lambeaux et un énorme gilet crasseux. souriait comme si tout cela l'amusait. Vanda, immobile, regarda longuement le visage non rasé. Les mains sales et le gros orteil qui sortait par le trou de la chaussette. Elle ne pouvait plus verser de larmes, ni emplir la chambre de ses sanglots. elle les avait gaspillés en pure perte lorsque Quinquin s'était mis à faire ses folies et qu'elle avait tenté à plusieurs reprises de le ramener au bercail. Maintenant, elle se contentait de le regarder, le visage rouge de honte. C'était un mort peu présentable, le cadavre d'un vagabond décédé au hasard, sans décence ni respect. Il riait cyniquement pour se moquer d'elle, et de Leonardo bien sûr, ainsi que du reste de la famille. C'était le cadavre de Quinquin la flotte. Tafiateur Débauché et joueur impénitent. sans famille. Sans foyer. Sans fleurs et sans prières. Ce n'était pas Joaquim Suarez d'Acuna, fonctionnaire émérite de la perception. Mis à la retraite après 25 ans de bons et loyaux services. Époux modèle, à qui tout le monde tirait son chapeau et serrait la main. Maintenant pourtant, ce cauchemar de tant d'années, cet affront à la dignité de la famille, tout cela était fini. Vanda tenait de sa mère un certain sens pratique allié à la capacité de prendre rapidement des décisions et de les mettre à exécution. Tout en regardant le mort, cette désagréable caricature de celui qui avait été son père, elle arrêtait les mesures à prendre. D'abord, appeler le médecin pour le certificat de décès. Puis faire vêtir décemment le cadavre, le transporter à la maison et l'enterrer à côté de Tachilia, Un enterrement qui ne soit pas trop cher, car les temps étaient durs. mais qui ne fasse pas mauvais effet auprès des voisins. Des connaissances et des collègues de Leonardo, la tante Marocas et l'oncle Eduardo les aideraient. Le conseil de famille ne dura pas longtemps. La discussion eut lieu à la table d'un restaurant de la Baixa del Zapatero. C'était juste en face d'un cinéma. Dans la rue circulait une foule joyeuse et pressée. Le cadavre avait été livré aux bons soins d'une entreprise de pompes funèbres, dirigée par un ami de l'oncle Eduardo. 20% de remise. L'oncle Eduardo donnait des explications. Ce qui est vraiment cher, c'est le cercueil. Et aussi les taxis s'il y a beaucoup de monde. Une fortune y passe. De nos jours, on ne peut même plus mourir. Tout près de là, ils avaient acheté un costume neuf de couleur noire. Le tissu ne valait pas grand-chose, mais comme disait l'oncle Eduardo, il est bien trop beau pour être mangé par les vers. Une paire de souliers noirs aussi, une chemise blanche, une cravate et une paire de chaussettes. Pas besoin de caleçon. Eduardo notait chaque dépense sur un carnet. Maître en matière d'épargne, il avait une boutique prospère. Entre les mains habiles des spécialistes des pompes funèbres, Quinquin la flotte redevenait Joaquim Suarez d'Acuna. Tandis que ses proches mangeaient la soupe aux poissons dans un restaurant tout en délibérant sur l'enterrement, il n'y eut de discussion à proprement parler que sur un point de détail, où aurait lieu la levée du corps. Vanda avait songé à faire transporter le cadavre à la maison et à organiser la veillée mortuaire
dans le salon, où l'on offrirait pendant toute la nuit du café, des liqueurs et des petits gâteaux aux personnes présentes. Leonardo s'y était opposé. Pourquoi faire transporter le défunt à la maison? Pourquoi faire venir les voisins, les amis et déranger un tas de monde? Cela ne servirait que de prétexte pour rappeler les excentricités du défunt. Sa vie inavouable au cours de ces dernières années et pour étaler aux yeux de tous la honte de la famille. L'énorme tante Marocas, tout en raffolant de la soupe aux poissons du restaurant, exprimait le même avis. Le mieux, c'est de faire courir le bruit qu'il est mort dans l'intérieur de l'État et qu'on vient de recevoir un télégramme. Puis, on invite les gens à la messe de neuvaine. Y assistera qui voudra et on s'épargnera ainsi les frais du transport du cortège. Vanda pointa sa fourchette. Malgré tout ce qu'il a fait, c'est mon père. Je ne veux pas qu'il soit enterré comme un vagabond. Si c'était ton père à toi, Leonardo, ça te ferait plaisir? L'oncle Eduardo n'aimait pas faire de sentiments. Était-il par hasard autre chose qu'un vagabond? Et de la pire espèce qu'on ait vue à Bahia? Ce n'est pas parce que c'est mon frère que je le nierai. La tante Marocas rota, car son estomac était plein et son cœur débordait. Pauvre Joachim! C'était un bien brave homme, il n'était jamais mal intentionné. Il aimait cette vie-là. C'est la destinée de chacun. Tout petit, il était déjà comme ça. Tu te rappelles, Eduardo? Une fois, il avait voulu partir avec un cirque. Il a reçu une raclée à y laisser la peau. Et Marocas donna une tape sur la cuisse de Vanda, assise à son côté, comme pour se faire pardonner, mais personne ne trouva ça drôle. Déranger un tas de monde. Être obligé de louer 7 ou 8 taxis pour accompagner le corps? Sais-tu combien chacun nous coûtera? Et le transport du cadavre, du Tabuao à Itabajipé? Une fortune y passerait. Pourquoi la levée du corps n'aurait-elle pas lieu sur place? Nous, on l'accompagnerait et une voiture nous suffirait. Puis, si vous y tenez, on inviterait les gens à la messe de neuvaine. Vanda finit par céder. À vrai dire, l'idée de transférer le cadavre à la maison était absurde. Cela ne donnerait que du travail, des frais et des ennuis. Il valait mieux enterrer quelqu'un le plus discrètement possible et annoncer ensuite la nouvelle aux amis en les invitant à la messe de neuvaine. Ainsi en fut-il décidé. Ils demandèrent le dessert. Dans le voisinage, un haut-parleur braillait les avantages du plan de vente d'une compagnie immobilière. Ils avaient décidé de veiller le mort à tour de rôle. Vanda et Marocas l'après-midi. Leonardo et l'oncle Eduardo pendant la nuit. Aucune dame n'oserait se faire voir la nuit sur la rampe du Tabuao. Lieu malfamé, hanté par les malfaiteurs et les filles publiques. Le lendemain matin, toute la famille se réunirait pour l'enterrement. C'est ainsi que Vanda, l'après-midi, se retrouva toute seule devant le cadavre de son père. Les bruits d'une vie besogneuse et intense qui emplissait la rampe d'un bout à l'autre parvenaient à peine au 3e étage de l'immeuble, sordide où le mort se reposait des fatigues de sa toilette. Les hommes de l'entreprise des pompes funèbres avaient de la pratique et connaissaient bien leur métier. Ils avaient fait du bon travail. Le marchand de statues pieuses qui fit une apparition pour voir comment les choses se présentaient avait bien raison lorsqu'il s'écriait « On ne dirait plus le même mort ». Bien peigné, rasé de frais, vêtu de noir, avec chemise blanche, cravate et souliers vernis. C'était vraiment Joachim Soares d'Acunha qui reposait dans le cercueil. Un cercueil royal, constata Vanda avec satisfaction. Garni de poignées dorées et de fioritures sur les bords. Ils avaient aménagé, avec des planches posées sur des tréteaux, une table de fortune où le cercueil s'élevait, noble et sévère. 2 énormes bougies, des sièges de maître-autel, songea Vanda empli d'orgueil. Jetaient une lueur bien faible, car la lumière de Bahia entrait à pleine fenêtre et inondait la chambre de clarté. Tant de soleil, tant de clarté joyeuse, semblaient, pour Vanda, faire affront à la mort en rendant inutiles les bougies, qui perdaient ainsi leur auguste éclat. L'idée lui vint de les éteindre par mesure d'économie.
Mais comme les pompes funèbres demanderaient sûrement le même prix, qu'on brûle 2 bougies ou qu'on en brûle 10, elle décida de fermer la fenêtre. La pièce fut plongée dans la pénombre et les flammes bénies jaillirent comme des langues de feu. Wanda s'assit sur une chaise que lui avait prêtée le marchand de statues pieuses. Elle se sentait satisfaite d'avoir accompli son devoir filial, sans doute. Mais cette satisfaction avait aussi une raison plus profonde. Un soupir de contentement s'échappa de sa poitrine. Avec ses mains, elle arrangea ses cheveux châtains. Elle avait l'impression d'avoir enfin réussi à dompter Quinquin, de le tenir à nouveau par la bride, par cette bride qu'un jour il avait arrachée de la poigne robuste d'Otacilia en lui faisant un pied de nez. Pendant 10 ans, Joachim avait mené cette vie insensée, roi des vagabonds de Bahia. Il faisait l'objet d'articles sous les rubriques policières des gazettes. 10 ans qu'il avait passé à couvrir de honte sa famille, à l'éclabousser avec la fange de cette inavouable célébrité. Le grand affiateur de Salvador, Le philosophe en guenille de la rampe du marché. le sénateur des bastringues, Quinquin la flotte, le vagabond par excellence. Tels étaient les noms qu'on lui donnait dans les journaux, où parfois était insérée sa sordide photographie. Grand Dieu, ce qu'une fille peut souffrir en ce bas monde quand la croix que le destin lui réserve est un père qui n'a pas la conscience de ses devoirs. Mais maintenant, elle se sentait contente. En regardant le cadavre dans un cercueil presque luxueux, en costume noir, avec les mains croisées sur la poitrine, dans une attitude de pieuse componction. En s'étirant, les flammes des bougies faisaient reluire ses souliers neufs. Tout était décent, sauf la chambre, bien entendu. Il faisait de plus en plus chaud dans la chambre. La fenêtre étant fermée, la brise marine ne savait par où se glisser. D'ailleurs, Wanda n'en voulait pas. Mer, port et brise, rampes escaladant les hauteurs, vacarme des rues, tout cela faisait partie de cette existence vile et déréglée, maintenant révolue. Il ne devait y avoir là que Wanda, toute seule avec son père mort, le regretté Joaquim Soares d'Acunha, et les souvenirs les plus chers qu'il ait pu lui léguer. C'était curieux. Elle se rappelait fort peu de détails concernant son père. Il semblait qu'il n'eût pas participé activement à la vie de la maison. Au contraire, elle aurait pu passer des heures et des heures à se remémorer les faits et gestes d'Otacilia, de même que ses paroles, ainsi que les événements où sa mère intervenait. À vrai dire, Joachim ne prit de l'importance dans leur vie qu'à compter du jour où, après avoir traité Leonardo de gros bêta, il toisa du regard Wanda et Otacilia avant de leur lâcher sous le nez sans qu'elles s'y attendissent « Sale harpie !» Puis, avec le plus grand calme du monde, comme s'il accomplissait le plus insignifiant et le plus banal des actes, il s'en alla pour ne plus revenir. Mais Wanda ne voulait pas penser à cela. À nouveau, elle retourna vers son enfance, car c'est là en définitive qu'elle retrouvait avec le plus de netteté la personne de Joachim. Elle fixa ses regards mélancoliques sur le cadavre et ses souliers brillants où se reflétaient les flammes des bougies, son pantalon aux plis impeccables, son veston noir bien ajusté et ses mains dévotement croisées sur la poitrine. Elle jeta les yeux sur le visage bien rasé et elle reçut un choc. Le premier. Car elle y vit le sourire cynique et immoral de quelqu'un qui s'amuse. Le sourire n'avait pas changé. Les spécialistes des pompes funèbres n'avaient pas pu le faire disparaître. Il faut dire qu'elle aussi, Wanda, avait oublié de leur faire ses recommandations et de leur demander une physionomie plus expressive, mieux accordée à la sérénité de la mort. Le sourire de Quinquin la flotte était resté. Et avec ce sourire goguenard et enjoué, à quoi servaient des souliers neufs, et même flambant neufs? À quoi servait costume noir, chemise blanche, barbe rasée, cheveux pommadés et mains jointes pour la prière? En effet, Quinquin riait de tout cela, d'un rire qui s'amplifiait, se propageait, et ne tardait pas à retentir dans l'immonde taudis. Il riait avec ses lèvres, et avec ses yeux, des yeux qui se tournaient vers le tas de vêtements sales et rapiécés, oubliés dans un coin par les hommes des pompes funèbres. C'était le sourire de Quinquin la flotte.
Et dans le silence funèbre, Vanda entendit des syllabes se détacher avec une netteté injurieuse. Ça, le harpie! Vanda prit peur. Ses yeux, comme ceux d'Otacilia, jetèrent des éclairs. Mais son visage devint pâle. C'étaient les mots qu'il leur crachait à la figure quand elle et Otacilia, dans les premiers temps de sa folie, s'efforçaient de le ramener au confort du foyer, à ses vieilles habitudes et à la décence perdue. Même maintenant, tout mort qu'il était étiré dans son cercueil flanqué de bougies et revêtu d'un bon costume, il refusait de se rendre. Il riait avec sa bouche et avec ses yeux. Il ne faudrait pas s'étonner s'il se mettait à siffloter. En outre, un de ses pouces, celui de la main gauche, n'était pas dûment croisé sur l'autre, mais se redressait, anarchique et vicieux. Ça, le harpie! S'écriait-il à nouveau. Puis il sufflota d'une manière espérée. Vanda tressaillit sur sa chaise et se passa la main sur le visage. Deviendrais-je folle par hasard? Elle sentit que l'air lui manquait. La chaleur devenait insupportable. La tête lui tournait. Un halètement oppressé se fit entendre dans l'escalier. La tante Marocasse, avec sa charge de graisse, pénétrait dans la pièce. Elle trouva sa nièce affalée sur sa chaise, livide, les regards fixés sur la bouche du mort. « Tu es bien abattu, mon enfant. Il est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait dans cette urne... » En voyant la silhouette monumentale de sa sœur, Quinquin, l'air canaille, sourit de plus belle. Vanda eut envie de se boucher les oreilles, car elle savait par expérience comment il aimait définir Marocasse. Mais à quoi bon plaquer ses mains sur ses oreilles pour contenir la voix d'un mort? Et elle entendit. Gros sac à paix! Marocasse reprenait peu à peu son souffle. Sans même jeter un coup d'œil sur le cadavre, elle ouvrit la fenêtre toute grande. Tiens, on l'a parfumé. Il dégage une odeur à faire tourner la tête. Par la fenêtre ouverte, pénétrèrent les bruits de la rue, multiples et joyeux. La brise de la mer éteignit les bougies et vint caresser le visage de Quinquin. La lumière se répandit sur lui, bleue et radieuse. Un sourire de triomphe sur les lèvres, Quinquin s'installa plus à son aise dans son cercueil. À cette heure-là, dans les rues de Bahia circulait déjà la nouvelle de la mort soudaine de Quinquin Lafont. Sur leur barque de pêche dont ils avaient amené les voiles, Les hommes du royaume de Lemania, dans les cultes afro-brésiliens, divinité Orisa de l'eau salée, Les matelots bronzés ne cachaient pas leur surprise ni leur déception. comment Quinquin avait-il pu mourir dans une chambre au tabuao? Comment ce vieux loup de mer avait-il pu abandonner son enveloppe charnelle dans un lit? N'avait-il pas proclamé bien souvent, et de façon péremptoire, avec un ton et un accent capables de convaincre les plus sceptiques, qu'il ne mourrait jamais sur terre? et que le seul tombeau convenant à sa nature bohème était la mer, baignée de clarté lumière, les eaux sans fond. Quand il lui arrivait de se trouver comme invité d'honneur à la poupe du barque devant une bouillabaisse sensationnelle, Tandis que des marmites en terre montaient un fumet délicieux et que des bouteilles de tafia passaient de main en main, à l'instant, on se mettait à pincer les guitares. il ne manquait pas de sentir s'éveiller en lui ses instincts maritimes. Alors il se levait, et en se dandinant sous l'effet du tafia qui lui communiquait cet équilibre vacillant des gens de mer, il proclamait sa condition de vieux marin. Un vieux loup, sans bateau et sans mer, démoralisé d'être à terre bien malgré lui. En effet, il était né pour la mer, pour hisser les voiles et tenir la barre des barques de pêche. Pour dompter les vagues dans les nuits de tempête. Alors Quinquin Lafont prononçait ce serment solennel. Il avait réservé à la mer l'honneur de son heure dernière et de ses ultimes instants. On ne le flanquerait pas dans un trou de cet empan? Ah, ça non! Quand son heure sonnerait, il exigerait qu'on lui donne la liberté de la mer pour réaliser les voyages qu'il n'avait pu faire durant sa vie, les traversées les plus audacieuses et les exploits sans précédent. Maître Manuel, le plus vaillant des patrons de barque, qui n'était plus en âge de s'émouvoir, hochait la tête en signe d'approbation.
On pinçait les guitares. On chantait la magie des nuits en mer et la séduction fatale de Janaïna, sirène qui attire les pêcheurs dans ses palais sous-marins où ils ne reviennent jamais. Le vieux loup de mer chantait plus fort que tous les autres. Nul ne savait boire mieux que lui, qui, tout en n'étant jamais saoul, se montrait d'autant plus lucide et brillant qu'il sifflait davantage de tafia. Avec ça, capable comme pas un de deviner la marque et la provenance des gnôles les plus diverses, dont il percevait toutes les nuances de couleur, de goût et de parfum. Depuis combien d'années ne touchait-il plus à l'eau ? Depuis le jour où on commença à l'appeler la flotte. Ce n'est pas un fait mémorable, ni une histoire excitante, mais la chose vaut bien la peine d'être cotée, car c'est depuis ce jour lointain que le surnom de la flotte fut définitivement accolé au nom de Quinquin. Il était entré dans la taverne de Lopez, un Espagnol sympathique, situé sur le bord du marché. Client titré, il avait conquis le droit de se servir lui-même sans avoir recours à l'employé. Il vit sur le comptoir une bouteille pleine à ras-bord d'un tafia frais. Aussitôt, un cri inhumain déchira le calme du matin dans toute l'enceinte du marché et fit trembler sur ses profondes assises l'ascenseur Lacerda lui-même. C'était le hurlement d'un animal blessé à mort ou d'un homme traîtreusement assassiné. « C'est de la flotte !» Saleté d'Espagnol de misérable engeance. Des gens couraient de tous côtés. On venait sûrement d'assassiner quelqu'un. Les clients de la taverne, eux, riaient aux éclats. L'anecdote de la mésaventure de Quinquin ne tarda pas à se répandre du marché de Pelorino, du largo de Sete Portas au Dique, de la Calzada à Itapoa. Il fut connu dès lors sous le nom de Quinquin la flotte. Quinquin la flotte! 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 À l'heure du crépuscule et des mystérieuses approches de la nuit, le mort semblait un peu fatigué. Vanda s'en rendait bien compte. Même après l'arrivée de Leonardo et de l'oncle Eduardo vers les 5 heures, Quinquin ne daigna pas prendre un peu de répit. Il insultait Leonardo en lui criant « Grand dadais !» Il se moquait d'Eduardo. Mais quand les ombres du crépuscule descendirent sur la ville, Quinquin fut pris d'inquiétude, comme s'il attendait quelque chose qui aurait tardé à se produire. Vanda, pour oublier et se faire illusion, entretenait une conversation animée avec son mari, son oncle et sa tante, tout en évitant de porter ses regards sur le mort. Pourquoi Quinquin tournait-il les yeux tantôt vers la fenêtre, tantôt vers la porte ? En fin de soirée, quand les lumières s'allumaient dans la ville et que les hommes abandonnaient leur travail, les 4 amis les plus intimes de Quinquin la flotte, Bel Oiseau, le nègre cosmétique, Martin le caporal et Van Follet, descendaient la rampe du Taboao en direction du logis du mort. La nouvelle n'avait pas atteint les 4 amis en même temps. Le premier à l'apprendre fut Bel Oiseau. Il employait ses multiples talents à faire du battage pour les magasins de la Machado Zapateiro. Vêtu d'un vieux frac crasseux, le visage barbouillé, il se postait à la porte d'une boutique et pour une infime gratification, inventait les excellences et les prix avantageux, retenait les passants par des propos plaisants, puis les invitait à entrer en les traînant presque de force. De temps à autre, quand la soif le prenait, un fichu métier qui vous dessèche la gorge et la poitrine, il bondissait vers le bistrot le plus proche et buvait un petit coup pour raffermir sa voix. C'est lors d'une de ces allées est venue que la nouvelle l'atteignit, brutale comme un coup de poing en pleine poitrine. Il lui coupa la parole. Il revint accablé, entra dans la boutique et fit savoir aux Syriens qu'il ne fallait pas compter sur lui pour l'après-midi. Bel Oiseau était encore jeune, les joies et les tristesses le remuaient profondément. Il ne pouvait supporter tout seul ce choc terrible. Il partit à la recherche de cosmétiques qui, à ce moment-là, devaient être sur la place de Sete Portas, en train d'aider quelques démarcheurs notoires de la loterie clandestine. Il savait déjà la nouvelle. Cosmétique buvait un coup, essuyait une larme et hurlait avec désespoir.
Il est mort, le petit père. Oh, le petit père! Oh, le petit père! La bouteille consolatrice circulait de main en main, tandis que de grosses larmes jaillissaient des yeux du nègre et que devenait plus vive sa souffrance. Il est mort, l'homme de bien. Oh, l'homme de bien! À boire! L'homme de bien, à boire! À Il est boire! mort, l'homme de bien. Un gamin se leva lestement et allait au bistrot voisin. Cosmétique veut une autre bouteille. La nouvelle de la mort de Quinquin, partout où elle se répandait, faisait augmenter la consommation de tafia. De loin, Bel Oiseau observait la scène. Le nègre l'aperçut à son tour. Il poussa un hurlement instinctif, leva les bras au ciel et se remit sur ses jambes. « Bel Oiseau, mon cher frère, il est mort, notre petit père. Oh, notre petit père! Fermez-la, saleté. Laissez-moi embrasser mon frère Bel Oiseau. » On respectait les rites de l'amabilité du peuple de Bahia, le plus pauvre et le plus civilisé qui soit. Les bouches se turent. Les queues de l'habit de Bel Oiseau flottaient au vent, et sur son visage barbouillé, les larmes se mirent à couler. Bel Oiseau empoigna la nouvelle bouteille pour y boire la consolation. Cosmétique n'arrivait pas à la trouver, la consolation. Elle s'est éteinte, la lumière de la nuit. Oh, la lumière de la nuit! La lumière, La lumière de la Elle s'est nuit! éteinte. Allons chercher les autres pour lui rendre visite. Martin le caporal pouvait être en 3 ou 4 endroits. Ou bien il dormait chez Carmela, encore sous le coup des fatigues de la nuit. Ou bien il faisait la causette sur la rampe. Ou encore il jouait aux cartes à la foire d'Agua dos Meninos. Depuis que Martin avait quitté l'armée, il y avait de cela 15 ans, il ne se consacrait qu'à ces 3 activités, l'amour, la causette et le jeu. Il était à la foire d'Agua dos Meninos en train d'exercer ses talents au jeu de cartes. Quinquin la flotte est mort. Les cartes s'échappèrent de la main de Martin. Ce n'était pas un homme à verser des larmes. Un militaire ne pleure jamais, même lorsqu'il ne porte plus l'uniforme. Mais ses yeux devinrent tout petits et sa voix mua. Il perdit toute sa jactance. Lorsqu'il demanda « Comment cela a-t-il pu arriver ?», sa voix ressemblait presque à celle d'un enfant. Après avoir ramassé les cartes, il se joignit aux 2 autres. Il restait à dénicher Vent Follet. On ne pouvait être sûr de le rencontrer que le jeudi ou le dimanche après-midi à Val-de-Marne, sur la route de la Liberté où il participait invariablement aux ébats des amateurs de capoeira. Il donnait la chasse aux rats et aux crapauds pour les vendre à des laboratoires d'expériences médicales et de recherches scientifiques. Après avoir beaucoup marché et avalé fort se lamper, ils finirent par le trouver, enveloppé dans son ample veston, comme s'il avait froid, en train de ronchonner tout seul. La nouvelle lui était parvenue par d'autres voies. Il aussi s'était mis à la recherche de ses amis. En les voyant, il fourre à la main dans une de ses poches. C'est pour sortir son mouchoir et essuyer ses larmes, pensa Bel Oiseau. Mais des profondeurs de sa poche, Vent Follet retira une petite grenouille verte, semblable à une émeraude polie. Je l'avais gardée pour Quinquin. Jamais je n'en ai trouvé d'aussi belle. Quand les 4 compères apparurent à la porte de la chambre, ils restèrent figés sur le pas de porte. Vent Follet tendit sa main où sur la paume étalée reposait la grenouille aux petits yeux saillants. Cosmétique, derrière les autres, avançait sa grosse tête pour voir. Vent Follet, tout penaud, remit la bestiole dans sa poche. La famille interrompit sa conversation animée. Et 4 perdus hostiles se braquèrent sur ce groupe insolite. Il ne manquait plus que ça, pensa Vanda. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, mesdames, Bonjour. messieurs. Nous, on était venus pour le voir. On était venus pour le Bonjour, voir. bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Nous, on mesdames, était venus pour le... messieurs. Bel Oiseau eut un instant l'impression qu'il s'agissait d'un quiproquo et que ce mort n'était pas Quinquin la flotte. Il ne le reconnut qu'à son sourire. Ils en restaient tous 4 abasourdis. Jamais il n'aurait pu imaginer Quinquin si propre, si élégant. Et si bien habillés. Bel Oiseau
ridicule avec son visage barbouillé de vermillon et son frac élimé, jeta un regard vers les trois autres comme pour leur proposer de débarrasser Planchet le plus vite possible. Martin, le caporal, hésitait, comme un général à la veille d'une bataille lorsqu'il découvre la puissance de l'ennemi. Vent Follet alla jusqu'à faire un pas en direction de la porte. Seul Cosmétique, toujours derrière les autres, le cou tendu pour mieux voir, n'eut pas une seconde d'hésitation. Quinquin lui souriait. Le noir lui sourit à son tour. Aucune force humaine n'aurait pu l'arracher de là, du chevet de son petit père Quinquin. Il retint Vent Follet par le bras et répondit du regard à la suggestion muette de Bel Oiseau. Martin le caporal avait compris. Un militaire ne doit pas fuir sur le champ de bataille. Maintenant, il y avait là, gardant le silence, d'un côté la famille de Joaquim Soares da Cunha, sa fille, son gendre, son frère et sa sœur, de l'autre, les amis de Quinquin Lafleur. Vanda lançait à son père un regard de reproche et de mépris. Même après sa mort, il préférait la compagnie de ces loqueteux. Car c'est eux que Quinquin attendait, et son inquiétude en fin d'après-midi n'avait pas d'autre cause que le retard des vagabonds. Leonardo se tourna vers son épouse et vers sa tante. « Il est temps que vous partiez, il se fait tard. » Quelques minutes avant, Vanda ne désirait qu'une chose, rentrer chez elle pour se reposer. Mais elle n'était pas femme à se laisser vaincre. Serrant les dents, elle répondit. « On a encore un moment. » C'était notre petit père Quinquin, notre petit père Quinquin. Ce fut comme un coup de poing sur la poitrine de Vanda. Un soufflet sur la joue de Leonardo et un crachat sur le visage d'Eduardo. Seule la tante Marocas, assise sur l'unique chaise si convoitée, éclata de rire en secouant ses graisses. Comme il est drôle! Cosmétique, emballé par Marocas, passa des pleurs au rire, mais plus effrayant encore que ses sanglots était l'éclat de rire du nègre. Ce fut un coup de tonnerre dans la chambre. Derrière lequel Vanda aperçut un autre rire. Celui de Quinquin qui s'amusait follement. Que signifie ce manque de respect? Sa voix sèche détruisit cette cordialité naissante. Bien éduqué et voulant se rendre utile, Martin, le caporal, proposa. Si ces messieurs et dames veulent aller se reposer et faire un somme, nous, on s'occupera de lui. Eduardo savait que cela ne pouvait pas aller. Impossible de laisser le corps tout seul avec ces gens-là, sans la présence d'un membre de la famille. Mais il aimerait bien accepter la proposition. Oh oui alors. Passer toute une journée dans une boutique, à marcher de côté et d'autre pour servir les clients ou donner des ordres aux employés, cela vous éreinte un homme. Eduardo s'endormait tôt et s'éveillait au point du jour. Son horaire était rigoureux. Pourquoi ne pas le laisser en compagnie de ses amis, de ces espèces de vagabonds qu'il avait fréquentés pendant si longtemps? Que faisait-il, lui, Eduardo, dans ce taudis immonde, dans ce nid à rats? Qui faisait Marocas, Vanda et Leonardo? Vanda, ayant rétabli le respect, maintenant elle se sentait mieux. Elle avait refoulé les vagabonds vers un coin de la pièce et leur avait imposé le silence. De toute façon, pas plus que la tante Marocas, elle ne pourrait passer la nuit ici. Dès le matin, en revenant pour les funérailles, elle, Vanda, reprendrait la direction des opérations. Se levant de sur sa chaise, elle appela Marocas. « Allons-nous-en !» Et s'adressant à Leonardo. « Ne reste pas trop tard, tu ne vas pas perdre ta nuit. L'oncle Eduardo a déjà dit qu'il resterait jusqu'au matin. » Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames. Seule la lueur des bougies éclairait la chambre. À 10 heures du soir, Leonardo, se levant de sur le bidon de pétrole, s'approcha des bougies pour regarder sa montre. Il réveilla Eduardo, qui dormait la bouche ouverte, mal à l'aise sur sa chaise. « Je m'en vais. À 6 heures du matin, je serai de retour pour te donner le temps d'aller te changer chez toi. » Eduardo étira les jambes et pensa à son lit. Son cou lui faisait mal. Dans un coin de la pièce, Bel Oiseau, Vent Follet et Martin le caporal
entretenaient à voix basse une discussion passionnée. Eduardo n'arriva pas à dormir. Il regarda le mort immobile dans son cercueil. C'était le seul qui fût confortablement couché. Que faisait-il là, lui, à monter la garde? N'était-ce pas assez que d'assister à l'enterrement et de payer une partie des frais? Il se leva, remua les jambes et les bras, et ouvrit la bouche pour bâiller. « Dites donc, les gars !» Martin, le caporal, psychologue par vocation et par nécessité, se mit au garde à vous. À vos ordres, mon commandant. Qui sait? Le commerçant allait peut-être les envoyer acheter de quoi boire pour agrémenter la traversée d'une nuit aussi longue. Vous allez rester toute la nuit? Avec lui? Oui, monsieur. On était copains. Alors, je rentre chez moi pour me reposer un peu. Il mit la main dans sa poche et en retira un billet. Les yeux du caporal, de Bel-Oiseau et de Vent Follet accompagnaient tous ses gestes. Voilà pour vous acheter des sandwichs. Ne le laissez pas seul, hein. Pas même une minute, hein. Vous pouvez partir tranquille. On lui tiendra compagnie. Avant de se mettre à boire, Bel-Oiseau et Vent Follet allumèrent une cigarette. Les premières lampées éveillèrent chez nos 4 compères un vif esprit critique. Cette famille de quinquins, toute bouffie de vanité qu'elle était, se révélait pingre et avare. Tout n'avait été fait qu'à moitié. Où étaient les chaises pour faire asseoir les visiteurs et les mets et boisseaux de rigueur, jusque dans les veillées des plus pauvres? Martin, le caporal, avait assisté à de nombreuses veillées mortuaires. Il n'avait pas souvenance d'en avoir vu une aussi dépourvue d'animation. Même chez les plus pauvres, on servait au moins un petit café et une rasade de tafia. Quinquin ne méritait pas d'être traité de la sorte. Il fallait reconnaître que pour ce qui est du cadavre proprement dit, la famille s'était bien comportée. Un costume neuf, des souliers neufs, quelque chose d'élégant. Et de jolies bougies comme à l'église. Mais ils avaient oublié les fleurs. A-t-on jamais vu cadavre sans fleurs? C'est un vrai monsieur, s'écria Cosmétique. Un chouette défunt. Cet éloge fit sourire Quinquin. Le nègre lui répondit par un autre sourire. « Hé, petit père !» dit-il avec émotion en lui touchant les côtes du doigt comme il faisait d'habitude quand il entendait un bon mot de Quinquin. « Où as-tu mis ton crapaud? Donne-le-lui. »« Ce n'est pas un crapaud, c'est une grenouille. Mais à quoi ça servira ?» Peut-être que ça lui fera plaisir. » Vent Follet saisit délicatement la grenouille et la plaça sur les mains croisées de Quinquin. La bestiole sauta et alla se blottir vers le bout du cercueil. Quand la lueur vacillante des bougies frappait son corps, le cadavre était parcouru de reflets verts. « On va lui en faire boire un petit coup à lui aussi. » Ils lui ouvrirent la bouche et y firent couler du tafia. Il s'en répandit un peu sur le col du veston et sur le plastron de la chemise. On n'a jamais vu personne boire couché. Il vaut mieux l'asseoir. Ainsi, il pourra nous voir comme il faut. Ils assirent Quinquin dans son cercueil. Il dodeninait de la tête et le petit coup de tafia avait élargi son sourire. « Il a un beau veston. C'est idiot de refiler un costume neuf à un défunt. Il est mort, il est fini, il va s'en aller sous terre. Un costume neuf pour faire manger l'hiver. Quand tant de monde ici en aurait bien besoin. » Paroles chargées de vérité, pensèrent les autres. Ils firent boire un coup de plus à Quinquin. Le mort hocha la tête. Il était à même de donner raison à celui qui le méritait, et il approuvait manifestement les considérations de Martin. Il est en train d'abîmer son costume. Il vaut mieux lui enlever son veston pour ne pas qu'il le salope. Quand ils lui eurent enlevé son veston noir trop lourd et trop chaud, Quinquin sembla soulagé. Mais comme il continuait à recracher le tafia, ils lui ôtèrent aussi sa chemise. Bel-Oiseau, dont les souliers étaient en piteux état, faisait les 12 yeux à ceux du défunt. Il n'a pas besoin de souliers neufs, pas vrai, Quinquin? C'est exactement ma pointure. Cosmétique ramassa dans un coin de la chambre les vieux habits de son ami. Ils l'en revêtirent, et alors ils le reconnurent. Maintenant, oui, c'est bien ce vieux Quinquin. Il se sentait joyeux. Et Quinquin lui-même paraissait plus content, à présent qu'il était débarrassé des vêtements qui le gênaient. Il était particulièrement reconnaissant à Bel-Oiseau, car les souliers lui comprimaient les orteils. Vent Follet finissait d'enfiler les pantalons neufs. Martin, le caporal, avait endossé le veston.
Cosmétique pensait pouvoir troquer la chemise dans une taverne de sa connaissance contre une bouteille de tafia. Il déplorait qu'il n'y eût pas de caleçon. Ce n'est pas pour dire du mal de ta famille, mais elle est un tant soit peu serrée. J'ai l'impression que c'est ton gendre qui t'a fauché les caleçons. Ce sont des pingres, précisa Quinquin. Puisque c'est toi qui le dis, c'est vrai. On n'aurait pas voulu les salir, parce qu'après tout, ce sont tes parents. Mais quelle avarice, quelle ladrerie! La boisson à nos frais, a-t-on jamais vu une veillée pareille? Même pas une fleur. Des parents de cet acabit, je préfère ne pas en avoir. Les hommes sont des bêtasses et les femmes des harpies, précisa Quinquin péremptoire. Donne sa rasade au petit père. Du calme, camarade. Je ne voulais pas te léser. Bois tout ton sou. C'est toi qu'on fait. Et c'est du bon. Il est quelconque, rectifia Quinquin, connaisseur. Pour ce qu'on l'a payé. La grenouille avait sauté sur la poitrine de Quinquin. Il la regardait, émerveillé, et ne tarda pas à la fourrer dans la poche de son vieux veston crasseux. La lune s'éleva au-dessus de la ville et des eaux. La lune de Baïa, répandant son argent, entra par la fenêtre. Avec elle entra le vent de la mer, qui éteignit les bougies. On ne voyait plus le cercueil. Une mélodie de guitare s'élevait le long de la rampe et une voix de femme chantait des peines d'amour. Martin le caporal se mit aussi à chanter. Il adore entendre une chanson. Ils chantaient tous les quatre. La voix de basse de Cosmétique allait se perdre bien au-delà de la rampe, vers le bassin des barques de pêche. Il buvait, il chantait. Quinquin ne laissait perdre aucune goulée ni aucun son. Il aimait les chansons. Quand ils furent fatigués de chanter, Bel Oiseau demanda: La bouillabaisse du patron Manuel n'était-elle pas pour ce soir? Elle était bien pour aujourd'hui. Une bouillabaisse à l'arrêt. Quinquin fit claquer sa langue. Cosmétique éclata de rire. Il aime tant la bouillabaisse. Et pourquoi n'irait-on pas? Si on n'y va pas, le patron Manuel est bien capable d'en être vexé. On a promis de ne pas le laisser seul. Pourquoi le laisserions-nous seul? Il va venir avec nous. J'ai faim. Tu veux venir? Serais-je par hasard infirme pour rester ici? Encore un coup pour finir de vider la bouteille. Et ils remirent Quinquin sur ses jambes. Cosmétique fit observer. Il est tellement saoul qu'il ne peut pas se tenir. Avec l'âge, il n'arrive plus à supporter le tafia. Allons-y, petit père. Bel Oiseau et Vent Follet ouvrirent la marche. Quinquin, content de la vie, s'avancèrent en simulant un pas de danse entre Cosmétique et Martin le caporal qui lui donnait le bras. Apparemment, cette nuit-là allait être mémorable, inoubliable. Quinquin la Flotte était dans un de ses meilleurs jours. Un enthousiasme inhabituel s'était emparé de nos compères. Ils se sentaient les maîtres de cette nuit fantastique où la pleine lune enveloppait le mystère de la ville de Baïa. Sur la rampe de Pilorino, des couples se cachaient sous les portails centenaires, des chats miaulaient sur les toits et des guitares gémissaient des sérénades. C'était une nuit enchantée. Des battements de tambour rituels résonnaient au loin. Le Pelurino ressemblait à un décor fantasmagorique. Quinquin la Flotte, Au comble de la joie, tentait de faire des crocs en jambes au caporal et au nègre. Et tirer la langue aux passants. il enfila sa tête dans une porte pour épier malicieusement un couple d'amoureux. À chaque pas, il manifestait la prétention de s'étendre dans la rue. Les 5 amis avaient cessé de se presser. Il semblait qu'ils étaient les maîtres absolus du temps. Comme s'il veut en dehors du calendrier. Et que cette nuit magique de Baïa durerait au moins une semaine. En effet, Cosmétique avait bien raison de dire qu'un anniversaire de Quinquin la Flotte ne pouvait être commémoré dans le court délai de quelques heures. Quinquin ne nia point que ce fût son anniversaire. Bien que les autres n'eussent pas souvenance de l'avoir commémoré les années précédentes. Ils dévalèrent la rampe à une allure maintenant plus rapide. Quinquin courait presque et trébuchait sur les cailloux en entraînant Cosmétique qu'il avait saisi à bras-le-corps. Il espérait encore arriver assez tôt pour trouver la barque au mouillage dans le bassin. Toutefois, à mi-chemin, ils firent une halte au bar de Caduza, un vieux copain. Il était mal famé, ce bar. Il ne s'y passait pas de nuit sans bagarre. Mais Caduza était gentil.
Il leur refilait quelques verres à crédit, et même parfois une bouteille. Et comme ils ne pouvaient arriver sur la barque les mains vides, ils décidèrent d'aller faire du baratin à Kazusa pour obtenir de lui 3 litres de tafia. Tandis que Martin le caporal, irrésistible diplomate, chuchotait au comptoir avec le patron, stupéfait de voir Quinquin la flotte au meilleur de sa forme, Les autres s'assirent pour se mettre en appétit aux frais de la maison, en l'honneur de celui dont on fêtait l'anniversaire. Le bar était plein. De jeunes gens taciturnes, les matelots joyeux, les femmes usées jusqu'à la corde, les chauffeurs de camions qui devaient faire route cette nuit-là vers Feira et Santana. La bagarre fut soudaine et sensationnelle. Il est à peu près établi que Quinquin en fut le vrai responsable. quand la bagarre fut terminée par une victoire totale des amis de Quinquin. Vent Follet avait un œil au beurre noir, un pan du frac de Bel Oiseau avait été déchiré. Grave préjudice. Quinquin, lui, était allongé par terre. Il avait reçu de violents coups de poing et sa tête avait heurté une dalle du trottoir. Kazusa considérait avec philosophie son bar sans dessus-dessous, avec les tables retournées et les verres en miettes. Il en avait l'habitude. La nouvelle de la bagarre augmenterait le crédit et la clientèle de la maison. Au demeurant, le spectacle d'un beau grabuge ne lui déplaisait pas. Quinquin ne reprit vraiment ses sens qu'après avoir avalé un bon coup. Il continuait à boire de la même manière bizarre en recrachant une partie du tafia. Un vrai gaspillage. Si ce n'avait pas été son anniversaire, Martin le caporal l'aurait rappelé discrètement à l'ordre. Ils se dirigèrent vers les quais. Le patron Manuel ne les attendait plus à une heure pareille. Le festin à la bouillabaisse, qui avait été célébré sans sortir du port, touchait maintenant à sa fin. Comme il n'y avait que des marins autour de la grosse marmite de terre, inutile de gagner le large. Au fond, le patron Manuel n'avait jamais cru un seul instant à la mort de Quinquin. Aussi ne fut-il nullement surpris de le voir arriver. Ce vieux loup de mer ne pouvait pas mourir à terre, dans un vulgaire lit. Il y a encore assez de raie pour tout le monde. Les voiles de la barque furent hissées et on leva la grosse pierre qui servait d'ancre. La lune avait fait de la mer un chemin d'argent. Au fond, se découpait sur sa montagne la cité noire de Bahia. La barque s'éloigna lentement. Fumante. Les assiettes de terre se remplissaient. La raie était bien épicée, dans une bouillabaisse au poivre et à l'huile de palme. La bouteille de tafia circulait. Quinquin aspirait l'air de la mer. Une de ses mains touchait l'eau et laissait un sillage sur les ondes. Au début du festin, tout était pour le mieux. Mais voilà qu'à l'improviste, des nuages surgirent du sud et avalèrent la pleine lune. Les étoiles commencèrent à s'éteindre. Le vent devint froid et dangereux. Le patron Manuel avertit son monde. Il avait l'intention de ramener la barque vers les quais avant que la tempête ne se déchaînât. C'est ainsi que la tempête, le vent ululant et les vagues hérissées les surprirent au large. Les lumières de Bahia brillaient dans le lointain. Un éclair raya l'obscurité. La pluie commença à tomber. La pipe à la bouche, le patron Manuel tenait la barre. Personne n'a pu dire comment Quinquin réussit à se remettre sur ses jambes et à s'appuyer contre la petite voile. Le vent sifflait et la petite embarcation menaçait de faire naufrage à chaque instant. Des paquets de mer balayaient le pont. Le vent tentait de déchirer les voiles. Seule résistait la lueur de la pipe du patron Manuel et la silhouette de Quinquin debout, vieux loup de mer impassible et majestueux devant les assauts de la tempête. La barque approchait lentement et non sans difficulté les eaux plus calmes à l'abri de la jetée. Encore quelques instants et la fête recommencerait. Mais à ce moment-là, 5 éclairs se succédèrent dans le ciel. Le tonnerre roula avec un fracas apocalyptique et une vague démesurée souleva la barque. Hommes et femmes jetèrent des cris et la grosse Margot supplia. « Notre-Dame, protégez-moi !» Au milieu du vacarme de la mer en furie, À la lueur des éclairs, On vit Quinquin s'élancer hors de la barque en perdition et on entendit ces paroles d'adieu. Que chacun s'occupe de son propre enterrement. Rien n'est impossible.
La barque pénétrait dans les eaux calmes de la jetée. Mais Quinquin était resté dans la tempête, enveloppé dans un linceul d'ondes et d'écume. Selon sa volonté. Il n'y eut rien à faire. L'agence des pompes funèbres ne voulut pas reprendre le cercueil, même à moitié prix. Il fallut donc tout payer. Mais Vanda utilisa les bougies qui restèrent. Le cercueil est aujourd'hui dans la boutique d'Eduardo, qui n'a pas perdu l'espoir de le revendre d'occasion à un défunt. Pour ce qu'il est des dernières paroles, on avance des versions différentes. Mais qui aurait pu les entendre correctement au milieu d'une telle tempête? Au dire d'un troubadour du marché, les choses se passèrent ainsi. Au milieu de la confusion, on entendit Quinquin crier. J'irai en terre comme j'entendrai, à l'heure que je choisirai. Votre cercueil, gardez-le donc pour une meilleure occasion. Je ne vais pas me laisser fourrer dans un trou en terre creusée. On ignorera pour toujours le reste de son discours. Eu falei que Maria Padilha é uma rosa que nasceu entre os espinhos. Eu falei que Maria Padilha é uma rosa que trabalha para abrir nossos caminhos. Eu falei que Maria Padilha é uma rosa que trabalha para abrir nossos caminhos. Eu falei que Maria Padilha é uma rosa que nasceu entre os espinhos. Eu falei que Maria Padilha é uma rosa que trabalha para abrir nossos caminhos. Eu falei que Maria Padilha é uma rosa que trabalha para abrir nossos caminhos. Que os seus canais energéticos sejam liberados